vu là sur l'infrastructure. On peut regarder aussi sur le bâtiment, hein, sur le bâti en lui-même, quels sont les impacts. Ouais, exactement. Donc, déjà quelques mots pour commencer sur le groupe Gewiss. Donc, on est un fabricant de matériel électrique italien, voilà, qui est donc d'origine italienne, un groupe familial, 2500 salariés. On est basé dans plus de 100 pays et donc en France. L'avantage qu'on a, c'est qu'on est multispécialiste. Et donc, on est capable d'accompagner nos clients, donc des installateurs de petite ou grande taille ou des opérateurs de recharge, sur tout le spectre d'un IRVE. Donc un IRVE, ça va être du cheminement de câbles pour amener des câbles, ce qui est très bien, Salim, juste avant. Ça va être une borne de recharge, évidemment, et ça va être tout l'environnement qui vient protéger, organiser les bornes, notamment dans des coffrets électriques. Et donc, on a parlé là juste avant de l'enjeu du smart charging d'un point de vue raccordement, génie civil, mais il y a forcément un enjeu côté bâtiment. Donc c'est sur la slide juste après, voilà. Et donc déjà premièrement, ça va dépendre de quel cas d'usage on parle. Si on est en résidentiel dans une maison individuelle, si on est en résidentiel collectif dans les copropriétés avec souvent des parkings souterrains, ou le cas où on est plutôt sur de la borne en recharge publique ou un bâtiment professionnel, etc. Et ensuite, voilà, donc il y a le type de bâtiment qui va impacter. Ensuite, évidemment, le type de raccordement et la puissance sur place. Donc il y a en gros deux grands cas d'usage. Le premier, c'est le cas où on dédie de la puissance à l'infrastructure de recharge. Donc on vient séparer les usages. D'un côté, on va mettre de la borne de recharge, de l'autre côté, les usages du bâtiment. Donc là, c'est un cas qui est un petit peu plus simple parce qu'on a beaucoup de puissance et c'est un cas qu'on retrouve principalement dans les bâtiments neufs et dans les installations importantes neuves. Et ensuite, on a un second cas dans lequel on vient mixer les usages. Et donc, il va falloir là mettre beaucoup plus de pilotage intelligent parce qu'on a et le bâtiment et l'IRVE qui sont mixés au même endroit. Et donc, la puissance qui est disponible pour l'IRVE, pour les bornes de recharge, va évoluer en fonction du temps. Oui, il faut pas que l'éclairage dans les appartements s'arrête au moment où Alors, tout le monde c'est pas qu'ils rentre. vont s'arrêter, mais c'est que le risque principal, si on met pas de solution intelligente, c'est qu'il y ait des disjonctions, Ouais. et donc que l'appel de puissance d'énergie soit trop important, et donc le réseau Ah électrique, oui. enfin le réseau électrique local du bâtiment va disjoncter, quoi. Oui, Et parce donc, que dans cette seconde solution, effectivement, on rentre à 19 heures, hein, s'il n'y a pas smart charging, et donc on branche sa voiture et on lance les usages, le lave-vaisselle, le lave-linge et la cuisine. Hein. c'est ça exactement. Donc je vous présenterai après un cas d'usage concret en résidentiel, mais voilà, comme vous le dites très bien, le risque c'est à 20 heures la télé allumée, le four allumé, on branche également sa borne de recharge. S'il n'y a pas de pilotage intelligent, Hmm. et ben en fait le logement va disjoncter. Donc c'est jamais confortable et ça peut effrayer et pas être très pratique. Gaël, on avait dit que ça serait bien de continuer de donner des cas d'usage hein, du smart charging et qu'on aille un peu dans le détail. Et puis ensuite, on va voir la partie effectivement stockage hein, avec vous, Mob Energy aussi, parce qu'on voit que finalement c'est ces deux enjeux, hein, smart charging, pilotage et puis stockage. Hein. Ouais, exactement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le smart charging, c'est vraiment un concept très large et qui peut avoir plein de réalités techniques et forcément des réalités économiques différentes. Donc, ce que je vais faire juste après, c'est que je vais vous présenter deux cas d'usage concrets. Un cas en résidentiel où je vais présenter une borne, ce qu'on sait faire en termes de bornes dans un environnement résidentiel pour mettre en place du smart charging. Et un deuxième cas sur un environnement plutôt tertiaire, industrie, donc plutôt l'exemple d'un parking d'entreprise qui s'équiperait de plusieurs bornes. Donc juste pour rappeler les différents niveaux de smart charging qu'on peut avoir, le niveau zéro, si on peut dire, c'est on met une borne, on l'aligne plus ou moins avec le véhicule qu'on a sur à recharger, et voilà, c'est vraiment le niveau zéro. On va pouvoir à la rigueur baisser ou augmenter la puissance de la borne, c'est ce qu'on appelle un bridage statique de la puissance.
Mais on regarde pas du tout ce qui se passe côté bâtiment et on regarde pas du tout ce qui se passe côté au niveau de la période de recharge. Le niveau suivant, c'est de venir mettre en place, comme le disait Guillaume, des plages horaires. Et donc là, on va plutôt s'orienter vers soit un asservissement avec les heures creuses, ou alors simplement via une application, un paramétrage, on va prioriser le démarrage de la recharge à un certain moment. Et puis après, quand on veut rendre les choses un petit peu plus intelligentes, on va commencer à regarder ce qui se passe au niveau de la puissance disponible côté bâtiment. Donc ça va être dans un logement pour éviter de dépasser la puissance, ça va être dans une entreprise pour essayer de mutualiser les usages avec du stockage, avec du photovoltaïque, etc. Donc il va falloir que techniquement il y ait quelque chose qui donne l'information à la borne et que la borne soit capable de dire d'accord, je veux envoyer tant de kilowatts, mais j'ai tant de kilowatts disponibles. Et puis après, si on veut aller encore plus loin, le smart charging, ça peut aller très très loin. On peut commencer à regarder quels sont les besoins de recharge, c'est-à-dire la personne, l'utilisateur qui est branché, à quelle heure il a besoin d'être rechargé. On pourrait imaginer un transporteur, par exemple, qui va dire, moi, je veux pas que le camion il soit rechargé à 8 heures du matin, je veux qu'il soit rechargé à midi, puisque je sais qu'il va partir en tournée à midi. On pourrait regarder, comme l'a très bien expliqué Guillaume, les signaux réseau, donc est-ce que ça arrange, entre guillemets, ou pas, le réseau de lancer la recharge à ce moment-là. Et enfin, il y a toute la dimension prix. Donc là, ça va être recharger au meilleur moment pour que ça coûte moins cher à l'utilisateur, qu'il soit un particulier ou une entreprise. Donc là, je vais zoomer sur la partie vraiment pilotage énergétique, juste d'un point de vue puissance, qui est un cas d'usage assez simple, mais qui est un cas d'usage vraiment intéressant parce qu'il coûte pas cher et il permet de faire des économies. Oui, parce que là, ce que vous dites sur la précédente diapo, c'est là on regarde ce qui se passe sur le réseau, ce qu'on peut avoir comme énergie, mais aussi on regarde les usages. Et ça, c'est aussi important sur le smart charging, c'est-à-dire qu'on va piloter à quel moment j'ai besoin de me recharger, je vais pouvoir déclarer certaines choses, à quel moment le bâtiment va consommer. C'est ça, on se place vraiment, quand on regarde les usages, on se place vraiment d'un point de vue service rendu et on regarde à quel moment l'utilisateur a vraiment besoin d'être rechargé. Et donc, on s'interface avec le bâtiment, le réseau, etc. Mais on va pas charger trop tôt, on va charger juste au bon moment pour que l'utilisateur puisse partir avec sa batterie pleine. Ce qui est important de comprendre avec le smart charging, c'est que forcément, techniquement, on sait faire plein de choses, mais il faut toujours mettre en regard avec le budget et le coût de cette infrastructure. Forcément, plus les choses sont compliquées et intelligentes, plus elles coûtent cher, plus elles sont difficiles à maintenir, et plus elles vont être longues à amortir. Donc même si on vient faire des petits gains, il n'y a pas forcément besoin de mettre des solutions hyper élaborées, parce que il faut que la réalité économique est que le client doit s'y retrouver et que voilà. Donc si on prend le cas du résidentiel, tout à l'heure on parlait du chiffre de 85% de clients qui ne changent pas la puissance de leur abonnement. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'ont pas une puissance illimitée dans leur logement. Si on prend le cas d'un abonnement classique, 9 kVA par exemple, quand on vient mettre une borne de 7 kW dessus, en fait on se rend bien compte qu'on a très peu de marge de manœuvre. Et donc le soir, quand toute la famille est à la maison, le four est en route, la télé est en route, la climatisation, que sais-je, et ben en fait on a très peu de puissance disponible. Donc le risque, c'est soit de devoir augmenter son abonnement, soit de créer des disjonctions. Et donc ce qu'on a développé chez Gewis, c'est la possibilité de venir raccorder la borne au compteur Linky, qui est le compteur intelligent déployé quasiment à 100% dans les logements français. Et donc on a développé un module en s'appuyant sur Enedis. Je vois des gens d'Enedis dans la salle qui vont être ravis. Et donc on a développé un petit module qui est capable de lire un signal qui est émis par le Linky qui s'appelle le TIC, la téléinformation client. Et donc ce signal, il vient dire à la borne en permanence, attention, je suis en train la puissance consommée par le logement s'approche de la puissance maximale souscrite. Et donc la borne, elle va venir elle va prendre en compte cette information et elle va abaisser sa puissance. Ça veut dire que si
il n'y a aucune consommation dans le logement, la borne va pouvoir délivrer 7 kW de manière maximale. Si par contre, à 20 heures, il y a beaucoup de consommation, elle va abaisser sa puissance temporairement pour éviter les disjonctions. Donc c'est un gain, ça a des avantages pour l'utilisateur parce qu'il n'a pas à changer son abonnement. Et ça a aussi des avantages pour l'électricien qui va venir raccorder la borne, c'est qu'il a peu de modifications sur l'infrastructure électrique à effectuer. Il va simplement se connecter avec le compteur Linky et de manière très automatique, tout ça va être géré. On a également d'autres cas d'usage dans le cas où le compteur Linky est pas très accessible. C'est notamment le cas en résidentiel quand on a des cas avec le branchement type 2. Donc le compteur Linky qui est en bordure de propriété, en bordure de jardin. Ça peut être compliqué d'aller chercher le compteur Linky. Et donc dans ce cas-là, on utilise des tors de mesure qu'on vient mettre au plus près du tableau électrique. Et donc en quelque sorte, les tors de mesure viennent se substituer à ce fameux compteur Linky. Cette borne, le fait qu'elle soit pilotable, ça lui permet d'être éligible au crédit d'impôt pour le particulier, et donc le particulier il gagne de l'argent puisqu'une partie de son installation de borne de recharge va être déductible d'impôt. Donc c'est assez intéressant. Et si on parle d'heures creuses, heures pleines, cette borne, on est aussi capable de venir choisir des plages horaires. Donc juste avant, là, je parlais de puissance. On peut aussi déterminer à quel moment on se recharge. Et donc on peut ajouter des plages horaires en les calquant sur les heures creuses, heures pleines de son abonnement. Et donc la borne ne démarrera que quand c'est le plus intéressant économiquement pour le logement. Revenons sur ce sujet alors des cas d'usage. Voilà, le second cas d'usage que je vais vous présenter, c'est un cas d'usage de smart charging en tertiaire. Donc ça peut être un parking d'entreprise, un bâtiment professionnel. Et donc en général, c'est des cas où il y a plusieurs bornes qui sont installées. Et donc dans ce cadre-là, on veut, comme on l'a dit précédemment, essayer de limiter la puissance totale des bornes. Pourquoi on veut limiter cette puissance totale ? Parce que l'abonnement, la puissance disponible sur le bâtiment est pas forcément illimitée. Et surtout, si on ne limite pas la puissance, on va venir dimensionner une infrastructure avec des puissances de raccordement extrêmement élevées. Et ça va avoir un coût très, très important pour l'utilisateur et le gestionnaire du parc. Donc il y a plein de façons de faire du smart charging, mais je vais vous en présenter une. C'est la technologie qui a été développée par Gewis qui s'appelle MultiCP. Et donc le principe de MultiCP, c'est de pouvoir faire du smart charging entre plusieurs bornes de recharge sans ajout de contrôleur externe. Donc comme le disait Guillaume précédemment, il est possible de gérer la smart charging par un opérateur externe. Donc c'est une supervision cloud qui va venir dicter aux bornes quelle puissance elles peuvent utiliser. Mais il est également possible de le faire en local, sur les bornes, et ça a pas mal d'avantages, déjà économiques, au niveau de l'évolutivité, et au niveau de l'installation. Ça limite le nombre d'acteurs, ça limite les opérations de maintenance, et donc un électricien, sur un petit parking sur lequel il va vouloir déployer une nouvelle infrastructure de recharge, il aura simplement à paramétrer les bornes, il n'y aura pas d'ajout de matériel externe important ou de connexion à un cloud qui fait intervenir un nouvel acteur, qui vient faire intervenir des logiques de connexion Internet, etc. Et voilà, donc le cas il est assez simple. Je vais prendre un exemple avec des chiffres ronds pour que tout le monde comprenne. Admettons, on installe 10 bornes sur un parking de 7 kW. Théoriquement, ces 10 bornes, si elles sont branchées, si elles accueillent tout en même temps un véhicule électrique, elles devraient soutirer 70 kW. 70 kW, ça peut être trop pour plein de raisons, parce que y a pas 70 kW disponibles au niveau de l'abonnement du client, parce que 70 kW, c'est un cas qui arrivera très peu de fois, à 8 heures le matin quand tout le monde vient se brancher, à 14 heures quand tout le monde revient de la pause déjeuner. Et surtout, dimensionner une infrastructure à 70 kW, ça veut dire mettre des câbles qui supportent ces 70 kW, ça veut dire mettre des armoires électriques qui sont dimensionnées en concordance avec ces 70 kW, et donc ça a un coût. Et donc, un cas d'usage, ça pourrait être de dire, ok, je ne veux pas que ces bornes, elles consomment 70 kW au maximum, je veux qu'elles consomment 40 kW.
Donc la première borne, elle va venir se brancher, elle va prendre 7 kilowatts, la suivante 7, etc. Et donc passer 4 ou 5 bornes, on va avoir la cinquième, enfin la sixième, qui va faire que la puissance totale de l'infrastructure atteint les fameux 40 kilowatts qu'on ne veut pas dépasser. Et donc, la technologie multi-CP, elle va venir répartir la puissance entre les bornes, elle va comprendre qu'elle est en train de dépasser ces 40 kilowatts, et donc chaque borne va abaisser sa puissance. Donc au lieu d'envoyer 7 kilowatts au véhicule, elle va plutôt envoyer 6, 5, 4, etc. Et quand les 10 bornes seront branchées, parce que les 10 véhicules seront en train de recharger, et ben en fait les bornes ne vont envoyer que 4 kilowatts. Si un véhicule finit de se charger ou se débranche, automatiquement toutes les bornes vont ajuster la puissance maximum. Donc ça c'était le cas simple, donc ce qu'on appelle le DLM statique, mais on peut aller également un peu plus loin, le DLM dynamique. Et donc là, ces 40 kilowatts, ils sont pas fixes, ils vont changer en permanence parce qu'on est dans une copropriété où on mixe des usages, parce qu'on est sur un bâtiment industriel qui utilise des machines et une consommation pour sa production. Et donc là, on va, de la même façon qu'en résidentiel, on va venir chercher la puissance disponible, soit via le compteur Linky, soit via des tors de mesure. Notamment sur les puissances assez importantes, on est obligé de passer sur des tors de mesure, parce que parfois on va avoir 100, 200 ampères, 400 ampères de puissance. Et de la même logique, voilà, les bornes vont venir adapter leur consommation. Ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est évolutif. Donc on va avoir par exemple 3 bornes au départ, et puis après l'industriel ou l'entreprise va venir faire évoluer le parc. On va pouvoir rajouter des bornes de manière très facile, ce sera quasiment invisible pour les utilisateurs, qui par définition restent branchés très longtemps. Donc abaisser la puissance, c'est pas un problème, il faut toujours mettre en regard le temps de stationnement avec la puissance à délivrer. Nos clients, c'est assez marrant parce qu'ils nous demandent toujours la puissance maximum, les bornes les plus puissantes, mais quand on leur demande mais combien de temps restent vos utilisateurs, en fait ils nous disent il reste 8 heures, donc voilà, et dans le même temps ils sont pas prêts à payer pour des bornes très puissantes et très coûteuses. Donc il faut toujours mettre en regard le besoin réel du client, il faut toujours dimensionner entre guillemets au moins puissant et au moins coûteux, sinon en fait on vient faire de la surpuissance, et en fait l'infrastructure IRVE elle est très difficile à amortir, et donc le client ne s'y retrouve pas. Voilà. Dernier point là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que c'est une solution qui est totalement hors ligne, et donc ça fonctionne qu'il y ait une connexion internet ou pas. C'est totalement compatible avec une supervision externe. Souvent, les entreprises, quand elles vont avoir beaucoup de bornes, elles vont avoir tendance à vouloir gérer ces bornes, connaître leur état, gérer des badges d'accès, connaître la consommation de chaque utilisateur, etc. Parfois, il y a aussi des solutions de paiement qui sont mises en place pour venir facturer directement l'utilisateur de la recharge. C'est totalement compatible. Il faut simplement, nous, quand on échange et qu'on déploie le projet, on se met en interaction avec le superviseur et on lui dit, voilà, on gère la partie smart charging en local, vous n'avez pas à la gérer. Par contre, vous faites votre travail de remontée d'informations de votre côté. Donc tout ça est parfaitement compatible et voilà, ça permet de déployer des solutions IRVE intelligentes, mais amortissables dans le temps parce que économiques. Une question d'Eric qui quand il y a plusieurs types de bornes différentes, j'imagine là c'est le cas d'une copropriété, hein, si j'ai des bornes d'une marque, des bornes d'une autre marque, est-ce qu'on arrive à gérer ce smart charging? Oui, bien sûr. Alors là, la solution que j'ai présentée, c'est la solution propriétaire, donc qui ne fonctionne que avec nos bornes. Mais quand il y a plusieurs bornes, il y a plusieurs façons de faire. Donc soit on met un contrôleur externe multiborne qui est capable de gérer les différents fabricants. Et donc on va faire exactement ce que j'ai présenté, mais avec un contrôleur externe. Forcément, le coût sera plus important. Il est aussi possible de le faire avec à travers le superviseur, donc à travers le protocole OCPP. Et donc c'est le superviseur qui va venir donner l'information aux bornes sur la puissance à délivrer. Voilà, il y a des solutions. Il y a aussi certains opérateurs en copropriété qui utilisent des systèmes d'automates un peu plus conventionnels qu'on trouve dans l'industrie. Voilà, il y a plein de façons de faire.
tout ça peut être multifabricant. Ouais, C'est le principe de l'OCPP et de l'interopérabilité entre les bornes. Effectivement, il n'y a voilà. pas de frein technique majeur au déploiement de la mobilité électrique, surtout en France avec un réseau électrique qui est extrêmement robuste et extrêmement bien structuré en termes d'acteurs. Comme le disait très bien Guillaume, il y a plein de solutions qui vont coexister. Et ces solutions, elles vont coexister parce que chaque place de parking à électrifier aura des besoins, des contraintes et des budgets différents. Mm. Donc tout ça va amener vers des solutions différentes. Les solutions de Mob Energy vont totalement coexister avec des solutions plus conventionnelles d'IRVO classique parce que les clients sont différents, qu'ils n'ont pas le même bâtiment, qu'ils n'ont pas le même budget. Et voilà. Et on parlait aussi de recharge en itinérance. Forcément, une station-service, un parking d'entreprise, un logement individuel en campagne et une résidence collective dans un centre urbain extrêmement dense n'aura pas les mêmes contraintes. Mais Bon, tout ça va coexister et va permettre d'aller vers une électrification toujours plus importante des véhicules.